Bien, on va démarrer. Merci à tous pour arriver à l'heure. Donc, je me permets de préciser que pour des raisons de la bande passante, on coupe tous les micros et tous les vidéos. Après, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la discussion et on les transmettra à l'ensemble de nos intervenants. Donc, permettez-moi de vous souhaiter le bienvenue ainsi qu'à Monsieur Didier Billon et à Monsieur Reza Dehqani. Je me permets de les présenter rapidement. Donc, Monsieur Reza Dehqani, professeur de l'Université de Téhéran, grand spécialiste des questions liées aux relations entre l'Iran et la Turquie. Monsieur Didier Billon, donc directeur adjoint de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, grand spécialiste de la question turque. Et en effet, l'objectif de notre webinaire, c'est tout simplement d'analyser les relations entre l'Iran et la Turquie, mais aussi d'évoquer les relations entre la France et la Turquie. En effet, l'Iran et la Turquie, c'est deux véritables empires qui cohabitent depuis de très nombreux siècles maintenant. Donc, je me permets immédiatement de donner la parole à Monsieur Didier Bion. Comme ça, on pourra profiter pleinement du temps qui nous sera imparti. Merci beaucoup et merci au Centre franco-iranien et à l'IRESA pour l'initiative prise ce soir qui va nous donner l'occasion de discuter, de débattre, de réfléchir ensemble sur ces relations entre la Turquie et l'Iran, deux pays qui, pour des raisons totalement différentes, sont souvent vus avec quelques circonspection, avec quelques a priori négatifs dans le monde occidental, à tort de mon point de vue, mais il faut tenir compte de ce paramètre. Et en réalité, je me suis aperçu, il y a déjà fort longtemps, que les relations entre les deux pays, à part quelques spécialistes, étaient en général très mal connues, d'où l'utilité de cette conférence débat ce soir. Et je suis très honoré de pouvoir débattre avec mon collègue iranien, que je salue. Je voudrais commencer très très brièvement par quelques rappels historiques, et je n'en abuserai pas. Mais je pense que c'est très important, c'est toujours très important les rappels historiques, mais dans le cas particulier de l'Iran et de la Turquie, ça l'est encore plus. Pour une raison très simple, c'est que quand on aborde la question des relations entre ces deux pays, on est véritablement frappé par l'ancienneté des dites relations. On est aussi frappé par les similitudes historiques qui existent au-delà de toutes les différences, et j'y reviendrai bien sûr. En fait, l'Iran et la Turquie, ce sont les deux seules puissances du Moyen-Orient qui entretiennent des relations depuis des siècles, comme cela a été dit. C'est d'autant plus important que ces deux pays ont la singularité de posséder l'histoire longue d'un appareil d'État qui gère leurs pays respectifs. Donc, il y a des relations d'État à État, des relations diplomatiques très anciennes, et je me suis amusé à regarder qu'un traité de paix avait été signé en 1639, le traité de Kars-Shirin, j'espère que je prononce bien, et que depuis lors, il y a eu quelques brouilles, quelques divergences, mais il n'y a pas eu de guerre. Et en gros, les frontières entre l'Iran et la Turquie ne se sont pas modifiées depuis donc le milieu du XVIIe siècle. Quand on réfléchit à la situation au Moyen-Orient, en général, on est frappé par cette singularité, car aucun autre pays de la région ne possède des relations bilatérales aussi anciennes et ne possède des relations de coopération aussi anciennes, même s'il y a, encore une fois, des aspects de rivalité, j'y reviendrai, des aspects de méfiance, bien évidemment. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. C'est une histoire longue, des relations qui s'inscrivent dans la durée et qui ne sont pas entachées par des affrontements militaires depuis désormais plusieurs siècles, ce qui est tout à fait remarquable. Mais au-delà de ces frontières qui n'ont quasiment pas été modifiées, il faut bien comprendre que
les points de convergence dans l'histoire plus récente, et vous me permettrez de sauter allègrement quelques siècles pour arriver au début du XXe siècle. Je rappelle toujours que l'Iran a été le premier pays dans la région à se doter d'une réforme constitutionnelle en 1906. C'est la première réforme constitutionnelle régionale. En ce sens, l'Iran est un pays d'avant-garde. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que 2 ans plus tard, en 1908, c'est au tour de la Turquie, allais-je dire, de l'Empire ottoman à l'époque, qui connaît, sous l'impulsion des jeunes Turcs, une réforme constitutionnelle. Là aussi, pardonnez-moi, je n'ai pas le temps d'approfondir ces aspects qui sont tout à fait passionnants. L'on constate, en sautant quelques années, qu'après le premier conflit mondial, 1914-1918, eh bien, la République de Turquie va s'imposer, émerger après une guerre de libération nationale. En 1923, nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la République de Turquie. Nous le savons, un programme de réforme radicale visant à l'occidentalisation du pays sont mis en œuvre par Mustafa Kemal Atatürk. Et il est très intéressant que Reza Shah va lui-même, à partir de 1925, donc nous sommes là aussi exactement dans la même période, va s'inspirer en partie des réformes d'Atatürk pour tenter de moderniser son pays. Certes, la déclinaison de ces réformes ne sera pas la même en Turquie et en Iran, au vu des différences qui existent entre les deux sociétés. Rappelons-nous quand même qu'un traité d'amitié est signé entre les deux pays en 1926, ce n'est pas rien, qu'un accord est passé sur le tracé définitif des frontières respectives en 1932 et depuis ça n'a pas été modifié. Et donc on voit des éléments de convergence qui sont, vous l'admettrez, très souvent sous-estimés quand on se place d'un point de vue occidental. Et puis, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, et là je saute de nouveau quelques décennies, vous me le pardonnerez, eh bien, on constate que les deux États euh, ménagent quelques craintes identiques à l'égard de l'ex-URSS, et que même ces deux pays vont, dans les années 50, adhérer au même pacte, dit le pacte de Bagdad, en 1955, qui se fixe comme but de contenir, c'était la théorie du containment à l'époque, l'expansion ou ce qui était appelé l'expansion du bloc soviétique. Donc on le voit, l'histoire, et je suis vraiment désolé d'aller si vite, mais l'histoire, la longue histoire ou l'histoire plus récente montre en réalité de nombreux points de convergence. Bien sûr, ces approches convergentes vont se modifier en 1979 avec la révolution islamique en Iran, mais autant cette révolution a été très vivement critiquée dans la majeure partie des pays occidentaux, alors bien sûr avec des nuances, il est intéressant de constater qu'en Turquie, le premier ministre de l'époque, Bülent Ecevit, qui était pourtant un laïc très convaincu, dirigeant du parti kémaliste, finalement a eu une perception de la révolution islamique qui était très intéressante parce qu'il la concevait avant tout comme une révolution anti-impérialiste. Or, Bülent Ecevit, à l'époque, tentait d'entraîner la Turquie, son propre pays, sur une voie aussi très critique à l'égard des impérialismes, notamment des États-Unis. Donc on voit que même au moment de la révolution islamique, en 1979 et dans les années qui suivent, les liens ne sont pas rompus, bien loin de là, d'autant que, d'autant que on se souvient que l'année suivante de la proclamation de la République islamique, il y a une guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran, que à ce moment, cette terrible guerre de 8 ans va marquer profondément l'Iran, et qu'à l'époque, le réseau routier de la Turquie a permis de constituer une sorte de bouffée d'oxygène pour l'Iran en termes de ravitaillement en médicaments, en vivres, etc., etc. Donc, il est évident que ces convergences se sont maintenues même dans la période la plus récente, même si, il faut le souligner, avec l'avènement de la République islamique, les critiques à l'égard de la Turquie se sont manifestées. Évidemment, à Téhéran, il y a une méfiance à l'égard de la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis 1951, qui, en outre,
quelques années plus tard, va signer des accords de coopération avec Israël. Donc, il y a une méfiance, voire parfois une hostilité réciproque, mais ce qui me frappe moins, c'est qu'il n'y a jamais eu de dérapage incontrôlé. C'est-à-dire que chacun des protagonistes a toujours su aller, enfin, jamais dépasser la ligne rouge, et que, ma foi, ces divergences qui se sont exprimées ont toujours été sous contrôle. Alors évidemment, dans la période plus récente, j'ai tenté d'établir là aussi à grands traits l'état des relations depuis une vingtaine d'années. En effet, l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le Parti de la justice et du développement dirigé par Recep Tayyip Erdogan en Turquie, en 2002 donc, va en partie modifier les relations entre la Turquie et l'Iran, mais toujours en s'inscrivant avec un arrière-fond de coopération et de volonté finalement de coopérer. Alors comment dirais-je, ce changement d'attitude réciproque, cette tendance à vouloir renouer des relations de haut niveau, va sûrement être approfondie, accélérée par l'intervention unilatérale des États-Unis contre l'Irak en 2003, où là, je ne dis pas que l'Iran et la Turquie sont d'accord sur tous les points, mais où l'on peut constater une véritable convergence d'opposition à cette intervention unilatérale des États-Unis contre l'Irak. À partir de là, je n'en ai évidemment pas fait la liste, ce n'est pas le propos. Nous allons assister à une multiplication des visites officielles. Je me souviens par exemple que Erdogan va se rendre en Iran à l'époque où Mahmoud Ahmadinejad est le président de la République islamique et qu'il l'appelle mon frère. Donc, je veux dire, c'est symbolique, mais les symboles en politique ont souvent un sens très important. On pourrait aussi constater que les échanges économiques entre l'Iran et la Turquie s'accroissent considérablement, puisqu'au début du millénaire, en 2000, il y a environ 1 milliard de dollars, c'est le montant des échanges économiques entre les deux pays, que 10 ans plus tard, en 2010-2011, le volume d'échanges est monté à 16 milliards de dollars, donc ça s'est multiplié par 16, même si nous devons constater que 10 ans plus tard, en 2021-22, c'est redescendu à 6 milliards et demi. Donc ça, c'est le produit des sanctions internationales à l'encontre de l'Iran. Mais cela indique quand même qu'il y a une véritable intensité des relations économiques entre les deux pays. Clairement, je pense qu'on peut affirmer que du point de vue commercial, la Turquie est le premier partenaire régional de l'Iran. Et puis, on pourrait aussi s'intéresser à l'intensification des relations sous-régionales, c'est-à-dire entre les provinces orientales de la Turquie et occidentales de l'Iran, où il y a une véritable intensité des projets communs, etc. Peut-être pourra-t-on décliner. Bien sûr, dans ce contexte d'échanges politiques, d'échanges économiques, il y a une importance vitale des hydrocarbures, puisque vous le savez, la Turquie, qui s'est dotée d'une économie moderne, ouverte au monde, est avide d'hydrocarbures. Elle n'en possède pas dans son sous-sol. Et de ce point de vue, l'Iran est un de ses partenaires, un parmi d'autres. Mais pour l'anecdote, je me rappelle que au milieu des années 1990, donc il y a un peu plus de 25 ans, une petite trentaine d'années, à l'époque, la principale ville du pays, Istanbul, était chauffée au lignite. Le lignite, c'est une catégorie de charbon de très très mauvaise qualité et l'hiver à Istanbul, c'était infernal tellement cela sentait mauvais. Il y a eu cet accord de coopération et d'échange gazier, enfin d'achat de gaz par la Turquie et l'Iran, et en quelques mois, en un an, eh bien, l'atmosphère à Istanbul était beaucoup plus respirable. Et en général, les Istanbuliotes rigolaient beaucoup en disant nous respirons mieux grâce à nos amis iraniens et grâce au gaz iranien. C'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant parce que chacun comprend que la question des hydrocarbures n'est pas un petit dossier. Sur le plan diplomatique, deux mots là aussi, je n'ai pas le temps de décliner, de développer l'ensemble des initiatives diplomatiques, mais vous vous rappellerez peut-être que il y a un peu plus, très exactement en mai 2010, la Turquie et le Brésil, qui étaient à l'époque membres non permanents du Conseil de sécurité, ont pris une initiative commune à propos déjà du dossier nucléaire iranien et ont soumis un plan visant
à amener l'uranium faiblement enrichi sur le sol turc, l'enrichir et livrer l'uranium enrichi à l'Iran, tout ça sous contrôle international. Je pense que cette initiative était singulièrement intéressante. Elle a été retoquée immédiatement à l'instigation des États-Unis, qui non seulement l'ont repoussé dédaigneusement d'un revers de main sur le thème ce n'est quand même pas des pays comme le Brésil ou la Turquie de s'occuper des histoires sérieuses, c'est-à-dire des enjeux nucléaires. Et dans la foulée, Mme Clinton a fait voter un quatrième jeu de sanctions à l'encontre de l'Iran. Donc on voit là aussi qu'il y a une volonté, il y a une volonté de la Turquie à de multiples reprises de, de tenter d'amoindrir les effets négatifs de la politique de boycott, d'embargo à l'encontre de l'Iran. On se souvient que certaines banques turques ont joué un rôle important pour que certains raffineurs puissent régler leurs factures à Téhéran en passant par Istanbul et les circuits financiers turcs, ce qui a été beaucoup reproché à la Turquie par ailleurs. Alors bien sûr, il y a eu aussi des divergences politiques, notamment en 2011, au moment de ces révoltes arabes qui ont marqué toute la région, puisque souvent la Syrie et la Turquie ont pu soutenir des pays, notamment dans le cas de la guerre en Syrie, ont soutenu des camps opposés. Et donc là, il y avait des divergences importantes, très importantes même, puisque l'obsession de Erdogan était de faire tomber le régime de Bachar el-Assad, alors que l'Iran a été un des premiers soutiens au régime de Bachar el-Assad au moment où la guerre civile s'est déclarée. Néanmoins, on peut constater que les positions de la Turquie sur ce dossier syrien se sont peu à peu modifiées, se sont infléchies pour plusieurs raisons sur lesquelles éventuellement nous pourrons revenir à partir de 2016, oui, environ 2016, et que l'année suivante, en 2017, eh bien, la Turquie, l'Iran et la Russie ont conjointement créé le groupe d'Astana, qui leur a permis, même s'ils avaient des positions divergentes, continuer à dialoguer et tenter de gérer tant que faire se peut la complexe situation en Syrie. Donc ça prouve une fois de plus que les rivalités, les désaccords n'ont jamais empêché des voies de coopération pacifique, diplomatique et politique, ce qui me semble un élément très positif. Au niveau diplomatique et politique, on pourrait aussi citer, je ne fais que la citer, la question kurde, qui est un vrai problème et un véritable défi pour la Turquie principalement, qui est aussi un problème, mais pas dans le même rapport, pas avec la même importance en Iran, mais là aussi, il y a eu à plusieurs reprises une convergence de vues entre les autorités turques et iraniennes sur la gestion de la question kurde, alors à propos de laquelle, à desquelles positions on peut avoir des divergences, mais enfin, là aussi, on peut constater une forme de convergence. Alors pour terminer, j'espère ne ouais, je suis à peu près dans les temps, mais Ali Reza veille au grain. Pour terminer, j'aimerais quand même faire une sorte de focus sur la situation actuelle. Et je ne vais pas seulement parler de Gaza, je crois, n'est pas le sujet ce soir. Euh, Ce que l'on constate, c'est que dans la région du Moyen-Orient, nous sommes dans un moment charnière, évidemment, puisque les capitales qui, pendant des années, voire des décennies, ont réussi à imposer leur ordre, je pense à Bagdad, je pense au Caire, je pense à Damas, ne sont plus, ni les unes ni les autres, en situation d'exercer une quelconque hégémonie sur la région, pour des raisons différentes. Et qu'aujourd'hui, nous avons de nouveaux arrivants. Alors, ce n'est pas des nouveaux arrivants dans la région, puisqu'ils sont là depuis des siècles et des millénaires, mais ce sont des acteurs qui revendiquent la possibilité d'exercer une forme de leadership sur la région. Je pense à trois puissances, une arabe, l'Arabie saoudite, et deux qui ne le sont point, l'Iran, la République islamique et la République de Turquie. Donc, on va assister dans les années qui viennent à des formes de coopération, mais aussi de concurrence et de rivalité. Et pour ce qui concerne tout spécifiquement, je laisse l'Arabie saoudite de côté, en tout cas ce soir. On avait fait, je crois, il y a quelques mois, un débat sur l'Arabie saoudite, sur la région du Golfe, avec Ali Reza. Euh, Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'Iran et la Turquie préfèrent gérer conjointement leur point de vue, mais qu'en réalité, nous le comprenons bien, si on se place sur les 10 à 15 ans à venir,
eh bien, il y a plusieurs théâtres géopolitiques. Je pense bien sûr au Moyen-Orient, je pense bien sûr au Caucase, je pense bien sûr à l'Asie centrale, où il y aura des rivalités. Il y aura une concurrence entre ces deux puissances qui s'affirment. Et dans la toute dernière période, ces dernières semaines, euh, il y a eu cette énième phase du conflit arméno-azerbaïdjanais. On voit très bien que l'Azerbaïdjan a remporté une victoire à la fois militaire, bien sûr, au Karabakh, mais surtout et avant tout une victoire politique et voire diplomatique, et que l'Iran, mais j'attends avec impatience les explications, le point de vue de Reza, l'Iran montre des inquiétudes parce que ces dernières évolutions renforcent incontestablement dans la région du Caucase l'influence turque, l'alliance, le partenariat étroit entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et je pense que ce n'est pas tout à fait du goût de l'Iran. On sait par exemple qu'un problème va se poser, j'espère qu'il restera sous forme pacifique et politique et diplomatique dans les semaines ou les mois à venir, c'est le fameux corridor de Zangezur dans le sud de l'Arménie qui serait censé rallier le Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan. C'est évidemment pour la Turquie un enjeu fondamental. J'imagine que nos amis iraniens voient ça avec quelques inquiétudes éventuellement. Euh, Last but not least, les dirigeants iraniens restent aussi bien évidemment probablement très attentifs aux évolutions de la question des Azéris en Iran, qui sont quand même une grande partie de la population et ont un œil aiguisé sur d'hypothétiques volontés irrédentistes de la part de l'Azerbaïdjan. Nous n'en sommes pas là, hein, bien évidemment. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais ce sont des dossiers qui doivent interpeller et préoccuper les dirigeants iraniens. Pour terminer et en conclusion, je dirais, et je m'inscris là contre la vulgate répandue qui parle souvent de la Turquie ou de l'Iran comme des États expansionnistes, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre ne le soit. Je pense que ce sont deux États qui ont parfaitement conscience de leur rôle, de leur puissance potentielle. Ce sont deux États qui ont une politique d'influence, oui, ça c'est incontestable, mais je ne fais pas pour ma part cette formule d'expansionnisme iranien ou d'expansionnisme turc. Je ne crois pas que ça corresponde à la réalité géopolitique. Euh, dans les conclusions générales, on peut aussi mentionner, bien sûr, la question confessionnelle, puisqu'on prétend souvent que l'Iran a, par exemple, une politique extérieure islamique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, personnellement. Je pense que l'Iran fait de la géopolitique en fonction de ses intérêts nationaux qu'elle défend. Bon, alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ces initiatives, mais le meilleur exemple qui est parfaitement connu, c'est le soutien assez traditionnel de l'Iran chiite, musulman, à l'Arménie chrétienne. Donc la religion n'a guère de rapport avec cela, même si évidemment le paramètre confessionnel et religieux est à prendre en compte. Dernier mot, euh, on ne peut pas analyser l'Iran et la Turquie sans avoir ce substrat historique que j'ai très modestement et très rapidement évoqué. Et surtout, on ne peut pas comprendre la politique de l'Iran ou de la Turquie aujourd'hui si on ne comprend pas que ces deux États, à des degrés différents, sont partis à ce que j'appelle le mouvement de désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire que l'Iran et la Turquie, chacun pour sa part, évidemment, ne veut pas passer sous les fourches codines des puissances occidentales, n'accepte plus les ordres qui seraient supposés donnés par les puissances occidentales. Et c'est ça aussi qui rend importante leurs évolutions réciproques et éventuellement convergentes, même si entachées par des aspects de rivalité que j'ai rapidement évoqués. Merci à vous et pardonnez-moi si j'ai un peu dépassé mon temps de parole. Avec plaisir. Maintenant, la parole est à Monsieur Reza Dehfani, professeur d'université de Téhéran et grand spécialiste des questions irano-turques. خب عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خلیلی که لطف کردید از طرف مرکز مطالعات ایران و فرانسه بنده رو دعوت کرد. Avant tout, je از tiens à خدای remercier منش. les organisateurs et le Centre franco-iranien qui a eu l'amabilité de m'inviter à ce webinaire. همچنین تشکر میکنم از جناب پروفسور دیگر
که صحبت‌های بسیار خوب مثل ثمر و جالبی رو ایراد کردند و ما رو به تفکر بیشتر در مورد مسئله همزیستی ایران و ترکیه واداشتند و سپاس میگم به مخاطبین، تمامی مخاطبین از هر قشر و طبقه دانشجو و کسانی که در این نشست مجازی حضور دارند. Et je tiens également à présenter vraiment tous mes remerciements à Monsieur le professeur Didier Bion qui a réussi à parfaitement peindre la question des relations et de la cohabitation et de la coexistence entre l'Iran et la Turquie. Et grâce à ses paroles, il nous a éclairé, il nous a amené à réfléchir sur beaucoup de points particulièrement intéressants. Et je tiens également à remercier l'ensemble de l'auditoire qui nous font l'honneur et le plaisir d'être là. خب جناب آقای پروفسور از منظر ژئوپلیتیک به قضیه نگاه کردند، دیدگاه‌ها و نظرات بسیار ارزنده رو اعلام کردند، ولی اگر اجازه بفرمایید من میخوام قدری از منظر تمدنی به همزیستی ایران و ترکیه نگاه کنم Monsieur le و یک پرسشی professeur, هم از من پرسیدن راجع به Monsieur le professeur Didier بفرمایید. Bion a eu l'amabilité d'évoquer et de peindre les relations de l'Iran et la Turquie avec un point de vue géopolitique. Quant à moi, et qui était particulièrement riche d'informations, quant à moi, je tiens vraiment à souligner l'aspect civilisationnel. ببینید اگر ما بخواهیم درکی از تاریخ ملت‌های خاورمیانه از جمله ایران و ترکیه داشته باشیم، Voyez-vous, si nous voulons vraiment avoir une compréhension adéquate de l'histoire civilisationnelle au niveau du Moyen-Orient, mais en particulier des relations entre l'Iran et la Turquie, ما باید به رسوب گذشته در زمان حال و نوعی تاریخگری در فهم زیست و همسایگی قائل باشیم. on doit quand même prendre en compte les effets de l'histoire sur les relations actuelles, mais également les effets de cette coexistence entre deux civilisations sur ce qui se passe aujourd'hui. ایران و ترکیه دو همسایه با قدمت تاریخی طولانی هستند. Il ne faut pas oublier que l'Iran et la Turquie, c'est quand même deux pays avec une histoire et une civilisation particulièrement longue. که باقی مانده و بازمانده بزرگترین دولت‌های غرب آسیا و خاورمیانه و جهان اسلام حساب می‌کنند. Et en même temps, ce sont deux pays qui aujourd'hui finalement sont les restes de deux empires qui étaient parmi les plus importantes au niveau de l'Asie, mais aussi au niveau du monde islamique. اینها بخش اعظم میراث تمدنی و تاریخی خودشون رو به زمان حال منتقل کردند و در واقع در زمان حال بازسازی کردند. Donc, quelque part, ces deux pays ont été amenés à prendre leur héritage civilisationnel et historique et de l'implanter dans la situation actuelle de leurs deux pays. Et grâce à ça, ils ont reconstruit leur pays. اصطلاحات و ترم‌هایی مانند نوعثمانیگری و نوصفوی که اشاره به ایران و ترکیه هست خود دلیلی بر این مدعا است. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il existe des expressions telles que néo-ottoman par rapport à la Turquie ou néo-safavide par rapport à l'Iran. C'est tout simplement lié à cet héritage. این دولت‌ها که من ازشون در دوره کلاسیک به عنوان دولت‌های سلطانی یاد می‌کنم، Ces deux pays qui, dans la période que j'appellerais classique, je les appellerais plutôt des pays sur la base des sultans qui existaient dans les deux pays. به رغم اینکه جنگ و صلح On vous a pas entendu. Vous pouvez répéter نشنیدی میتونی تکرار کنی؟ به رغم اینکه همواره در جنگ و صلح با هم بودند، Ces deux pays, bien qu'ils ont vécu dans des situations à la fois de paix et de guerre de manière récurrente, اما اشتراکات فرهنگی و تمدنی بسیار برجسته داشتند.
Néanmoins, ces deux pays ont des points communs à la fois civilisationnels et culturels qui sont gigantesques et immenses. ملت‌های ایران و ترکیه تا قبل از سده بیستم نیاز به مترجم در روابطشون نداشتن. Il ne faut pas oublier que نمایندگان jusqu'à il y a une centaine d'années, finalement, les peuples de ces deux pays n'avaient même pas besoin de traducteurs pour se comprendre. زبان عثمانی زبانی بود که بیش از 60% واژگانش از زبان فارسی اخذ شده. N'oubliez pas que la langue qui était parlée dans le cadre de l'Empire ottoman, c'était une langue dont 60% des mots étaient persans. اما در قرن بیستم اتفاقاتی میفته. Mais malheureusement, il y a eu le XXe siècle avec tout son lot d'événements. این دو تا دولت بزرگ جهان اسلام رو به سوی زوال و اضمحلال میرن. Autrement dit, ces deux empires, ces deux grands États du monde musulman, malheureusement, ont commencé leur déclin qui s'est accru. دولت عثمانی برمیفته و دولت قاجار در ایران هم مضمحل میشه. D'une part, l'Empire ottoman qui s'est effondré et en même temps, la dynastie des Qajars en Iran qui s'est également effondrée. و از بطن آنها دولت‌های مدرن پهلوی و جمهوری ترکیه میزاید. Et à partir de cet effondrement, en Turquie est née la République turque et en Iran est née la dynastie royale des Pahlavis. اینجا اولین بزنگاه و تغییر در زیست بوم فرهنگی و ایران و ترکیه رخ میدهد. Et c'est là où apparaît la première évolution importante dans ce qui concerne les fondements et les bases même de cette cohabitation entre les Turcs et Iraniens. اگر تا قبل از این شناخت ایران و ترکیه مبتنی بر تاریخ و تمدن بود، Autrement dit, si jusque-là, la connaissance de l'Iran et la Turquie était basée uniquement sur leur histoire et sur leur héritage civilisationnel, اما در ابتدای قرن بیستم با شکلگیری دولت‌های مدرن پهلوی و آتاتورک این ناسیونالیسم ترک و ایرانی است که سر برمی‌آورد. mais à partir du XXe siècle, avec la naissance donc de cette république turque par Atatürk et en Iran, la dynastie Pahlavi, pour la première fois, on voit naître le nationalisme iranien et turc. Et à partir de ce moment-là, il faut tout baser et tout comprendre sur la base de ce nationalisme. و یک گسستی در تاریخ و فهم مشترک فرهنگی دو ملت رخ می‌دهد. Et c'est là où on voit apparaître une ligne de fracture fondamentale dans les relations entre les deux pays et les deux peuples. ناسیونالیسم ترک و ایرانی به جای فهم تمدنی و تاریخی از خود، c'est là où ce nationalisme iranien et turc, plutôt que d'avoir une compréhension culturelle et civilisationnelle les uns des autres, تحت تاثیر شرقشناسی و ناسیونالیسم نژادی خود را تعریف می‌کنند. finalement, on commençait à se décrire sous l'influence d'une forme d'orientalisme et d'une forme de nationalisme basé sur l'ethnie. چون به دنبال دولت ملت سازی بر اساس الگوهای شرقشناسی قرن 19 است. Peut-être parce qu'il cherchait à créer cette vision d'État-nation, mais en se basant sur une forme d'orientalisme. و به این ترتیب خون و نژاد که از مؤلفه های ناسیونالیسم ایران و ترکیه هستند جایگزین امت اسلامی می شود. Et c'est là où on voit que le sang et l'ethnie
finalement remplace ce qu'on appelait cette umma, autrement dit cette communauté unique musulmane qui existait avant. در این تلقی همه ایرانی ها آریایی انگاشته می شوند. Dans cette vision, les Iraniens étaient désormais uniquement des Ariens. و همه مردمان ساکن ترکیه اعم از کرد، ارمنی، یونانی ترک پنداشته می شوند. Et toutes les personnes qui habitaient en Turquie étaient considérées turques. Pourtant, il y avait des Kurdes, il y avait en effet des Turcs, mais il y avait aussi des Grecs. و حتی در قانون اساسی ترکیه ملت ترکیه ذکر نشده، ملت ترک ذکر شده. Et d'ailleurs, si vous regardez la constitution turque, on ne parle pas de l'ensemble de la nation, on parle d'une nation uniquement turque, pas des peuples turcs, mais une nation turque. و به این ترتیب ناسیونالیسم نژادی باستانگرا اولین عنصر اختلاف در همزیستی ایران و ترکیه شد. Donc pour moi, c'est là où existe le premier désaccord fondamental dans cette coexistence entre les Iraniens et les Turcs. Et ça, c'est cette sorte de nationalisme basé sur une histoire orientale. در این دوره تسویه زبانی در فارسی و ترکی رخ داد. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une forme d'épuration à la fois dans la langue persane et dans la langue turque. و مردم ایران و ترکیه زبانهای یکدیگر را دیگر متوجه نمی‌شدند. Et c'est à ce moment-là que, très clairement, les Turcs et les Iraniens ne se comprenaient plus du tout parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. الفبای ترکیه لاتین شد. L'alphabet turc est devenu un alphabet latin. و این لاتین شدن الفبا یک گسست فرهنگی و علمی با گذشته عثمانی ایجاد کرد. Et d'ailleurs, ne serait-ce que cette utilisation désormais de l'alphabet latin, pour moi, représentait une forme de cassure par rapport à cet héritage civilisationnel de l'Empire ottoman. این تنها در عرصه فرهنگی و تمدنی نبود. D'ailleurs, cela ne s'est pas seulement limité au domaine civilisationnel ou au domaine culturel. بلکه در عرصه سیاسی یک اختلافاتی هم بین جمهوری ترکیه و دولت پهلوی ایجاد شد. Dès cette époque, il y a eu les premiers désaccords d'ordre politique entre cette république turque d'Atatürk et la dynastie Pahlavi. این ناسیونالیسم قومی باعث شد که ترکیه ایران را به حمایت از کردها و ایران ترکیه را به حمایت از آذریهای خود متهم می‌کرد. Et la première conséquence, c'est que pour la République turque, ils ont accusé l'Iran d'être pour les Kurdes et les Iraniens les ont accusés d'être pour les Azéris iraniens et de les influencer. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette sorte de nationalisme basé sur l'ethnie désormais. اما به رغم این اختلافات اندک Mais néanmoins, en dépit de ces désaccords qui restaient quand même minimes, در دوره تقریبا حکومت 55 ساله پهلوی روابط ایران و ترکیه بسیار حسنه بود. je dirais que pendant les 55 ans qu'a duré la dynastie royale Pahlavi, les relations entre l'Iran et la Turquie étaient quand même des relations excellentes. چون خود را در بلوک غرب تعریف کرده بودند. Tout simplement parce que les deux pays s'étaient définis dans le cadre de ce que j'appellerais le bloc occidental. اما با پیوستن ترکیه به ناتو در سال 1952 وزنه قدرت منطقه‌ای ترکیه قدری سنگین‌تر شد. Néanmoins, lorsqu'en 1952, la Turquie est devenue membre de l'OTAN, tout à coup, le poids de la Turquie au niveau régional s'est accru. و یکی از گله‌مندی‌های پهلوی این بود که غرب به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه رو بر او ترجیح می‌دهد.
D'ailleurs, l'une des raisons de cette sorte de mécontentement qui existait dans la dynastie Pahlavi par rapport au monde occidental, c'était de dire vous avez préféré la Turquie à l'Iran tout simplement pour des raisons géopolitiques et liées aussi à la géographie de la Turquie. بزنگاه دوم یا تکانه دوم در روابط ایران و ترکیه با وقوع انقلاب اسلامی رخ داد. Le deuxième secousse importante dans les relations entre l'Iran et la Turquie est apparu avec la révolution islamique de 1979 en Iran. پیام انقلاب اسلامی ایران در واقع دعوت مسلمانان به همبستگی و تجدید نظر طلبی در نظام بین الملل است. Parce que n'oubliez pas, le message de cette révolution islamique, c'était quoi? C'était une invitation à tous les musulmans de s'unir et c'était également une invitation à revoir complètement le système international tel que ça existait. این انقلاب را تهدیدی برای خود تلقی کردند. Donc, pas mal de pays ont considéré cette révolution comme une menace existentielle pour eux-mêmes et pour leur système politique. و حتی گفته می شود یکی از علل وقوع کودتای 1980 در ترکیه بیم از رواج اسلامگرایی بود. Certains auraient dit également que l'une des raisons qui ont amené le coup d'État militaire de 1980 en Turquie, c'était cette crainte d'un développement ou d'une extension de l'islamisme. روابط رسمی ایران و ترکیه در این دهه 80 یک قدری همراه با بی‌اعتماد. Donc, je dirais que pendant cette décennie des années 80, les relations de l'Iran et la Turquie étaient marquées par une forme d'absence de confiance et de méfiance. بله، فعالیت‌های اسلامگرانی ترکیه باعث شد حتی در یک مورد سفیر ایران اخراج بشه. Et je dirais même qu'à un moment donné, même l'ambassadeur d'Iran en Turquie a été expulsé. اما واقعیت این بود که انقلاب ایران در میان اقشاری از مردم ترکیه تاثیرگذار شده بود. Mais bon, la réalité, c'est que la révolution islamique iranienne a eu une véritable influence parmi une certaine couche de la population turque. هویت‌یابی اسلامی احزاب ترکیه در دهه بعد خود نمونه این مدعاست. D'ailleurs, j'aurais tendance à vous dire que dans les années 90, cette tendance des différentes partis politiques turcs à rechercher une forme d'identité islamique était quand même le résultat de cette influence. جنگ ایران و عراق و سیاست انزواطلبی ترکیه نسبت به شرق و خاورمیانه. Maintenant, il y a eu la guerre Iran-Irak et cette sorte de politique, je dirais, d'isolationnisme turc par rapport à l'Orient. باعث شده بود کمالیست‌های ترکیه امکان فهم ارتباط همسایگانی با ایران را نداشته باشند. Cela a amené, à mon avis, les kémalistes en Turquie de ne pas totalement comprendre l'intérêt de ce voisinage iranien pour eux. البته هیچگاه روابط ایران و ترکیه به خصومت نرسید. Après, ولی n'oubliez چندان pas, هم در این برهه دوستانه نبود. à aucun moment, il n'y a eu de véritable tension dans les relations entre l'Iran et la Turquie pendant cette période. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus dire que les relations étaient très chaleureuses. البته این به معنای این نبود که روابط مردمی وجود نداشت، بلکه روابط مردمی همواره در همین دوران بین ایران و ترکیه وجود داشت. Je précise un point. Je ne parle pas là des relations entre les deux peuples. Les relations entre les deux peuples et les deux sociétés civiles ont toujours existé, mais c'était cette forme de relation bilatérale entre deux sociétés civiles et deux peuples. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی Maintenant, avec l'effondrement de l'Union soviétique, باعث شد یک چرخشی در سیاست ترکیه رخ دهد. Pour moi, il y a une forme de retournement dans la politique turque. و آرام آرام به سوی کشورهای ترک مسلمان در آسیای مرکزی و قفقاز روی بیاورد. Et peu à peu, la Turquie
n'a fait que regarder les pays turcophones d'Asie centrale et de la Caucase. در واقع جایی که ایران هم در آنجا پیشینه تاریخی و تمدنی داشت. منظور Or, آسیا مرکزی justement, on est en train de parler des pays qui, du point de vue civilisationnel, avaient été sous l'influence culturelle et civilisationnelle iranienne. Mhm. رقابت مثبت بین ایران و ترکیه در آنجا شکل. Donc, on peut dire que dans tous ces pays de l'Asie centrale et de la Caucase, on a vu apparaître une forme de, oui, une forme de concurrence positive entre l'Iran et la Turquie. و اما عمیق‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاق Mais je زمان pense que l'événement le plus profond et qui a eu l'influence la plus importante, که به بازتعریف هویت ترک و ترکیه می‌پردازد. c'était ce qui a amené à une sorte de renouveau de l'identité turque, à une redéfinition de l'identité turque. برخلاف برداشت قبلی از ترک، Contrairement à cette analyse précédente de Turcs, آقای اردوغان صحبت از نه ملت ترک بلکه ملت ترکیه می‌کند. M. Erdogan, qui représente ce changement important, parlait désormais non pas de la population turcophone, mais il parle de la population de la Turquie. و ترکیه با یک چرخشی وارد سیاست خاورمیانه می‌شود. Et surtout la Turquie, avec un changement complet dans sa vision, est pleinement entrée dans la politique du Moyen-Orient. و مراوداتش به طبع با ایران عمیق‌تر می‌شود. Et par conséquent, les relations entre la Turquie et l'Iran se sont très fortement développées. قدرتگیری حزب عدالت و توسعه یک دستاورد مهم در همزیستی ایران و ترکیه Et je داشت. pense que cette prise de pouvoir du parti Justice et Développement en Turquie est un élément primordial à prendre en compte pour expliquer le développement des relations avec l'Iran. ایران و ترکیه به این نتیجه رسیدند و به این جمع‌بندی رسیدند Finalement, l'Iran et la Turquie sont arrivés à une conclusion commune. که به رغم مشکلات و اختلاف نظرها Et cette conclusion, c'était qu'en dépit de tous les désaccords, en dépit de toutes les lignes de fracture entre les deux pays, باید به عنوان دو قدرت همسایه‌ای و منطقه‌ای با یکدیگر گفتگو کنند. néanmoins, ils sont condamnés à dialoguer ensemble car chacun est une puissance importante régionale. این نه به خاطر جبر جغرافیا J'insiste, بلکه به c'est pas خاطر lié uniquement à une question de géographie, بلکه به خاطر الزام تاریخی، فرهنگی و تمدن. mais c'est une nécessité à la fois civilisationnelle, historique et culturelle. به همین خاطر در مورد مسائل سوریه چندین جلسه گفتگو در آستانه برگزار کردند، در D'ailleurs, شهر آستانه. c'est pas pour rien qu'il y a eu autant de rondes de négociations sur la question syrienne entre l'Iran et la Turquie dans la ville d'Astana. به رغم اینکه اختلافات عمیقی در مورد سوریه داشت. Et pourtant, l'Iran et la Turquie avaient des points de vue extrêmement divergents par rapport à la question syrienne. امروزه همزیستی ایران و ترکیه Donc aujourd'hui, cette coexistence entre l'Iran et la Turquie, به رغم معمای امنیتی خاورمیانه en dépit de ce que j'appellerais cette sorte de mystère sécuritaire qui pèse sur l'ensemble des pays du Moyen-Orient, عامل توازن و ثبات در این منطقه غرب آسیا است. est devenu l'un des éléments majeurs d'une forme de stabilité dans cette partie de l'ouest de l'Asie. ایران و ترکیه در واقع عامل ثبات در تغییر هستند. Donc finalement, aujourd'hui, l'Iran et la Turquie sont devenus des éléments de stabilité en pleine mutation.
تغییرات ناگهانی در خاورمیانه مانند بهار عربی. Regardez toutes les mutations, mais rapides, qui sont produites au Moyen-Orient. Et en effet, l'un des exemples, c'est le printemps arabe. ایران و ترکیه در خورد سیستم ها L'Iran et la Turquie, lorsqu'il s'agit de l'analyse des systèmes, مانند سیستم آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز وزنه تعادل و همکاری هستند. lorsque je parle de système, j'entends par là le système qui existe dans les pays de Caucase, le système global qui régit l'Asie centrale, etc., etc. Ces deux pays, l'Iran et la Turquie, jouent à chaque fois le rôle d'axe de stabilité. برخلاف نظر بعضی از این اندیشکده ها و تینک تانک ها، Contrairement à ce qu'un certain nombre de centres de recherche à travers le monde soulignent sans arrêt, بنده معتقدم که روابط ایران و ترکیه و همزیستی ایران و ترکیه را je pense personnellement que la coexistence entre l'Iran et la Turquie et les relations entre les deux pays نمیتوان از دیدگاه رئالیسم نوکلاسیک بررسی کرد. ne peut en aucune manière être analysé avec une vision que j'appellerais néoclassique. روابط ایران و ترکیه نیاز به یک نظریه پردازی بومی دارد. Je pense vraiment que pour comprendre ces relations, il faut avant tout se baser sur une analyse du terrain. چون ویژگی هایی که ایران و ترکیه به عنوان تنها کشورهای غیر مستعمره و تنها کشورهایی که نظام ملت در آنها خودجوش بوده است، ما در کمتر جای خاورمیانه. Tout simplement parce que lorsque vous regardez l'ensemble des pays du Moyen-Orient, l'Iran et la Turquie sont pratiquement les seuls pays qui, d'abord, n'ont jamais été colonisés et, deuxièmement, sont des pays où le système État-nation est apparu d'elle-même, est apparu de lui-même. هرچند که ایران در حال حاضر محدودیت‌هایی در زمینه امبارگو میشه چی؟ Certes, aujourd'hui, il y a des limitations, il y a les sanctions et les embargos qui pèsent sur l'Iran, on ne peut pas le nier. و امکان کنشگری مانند ترکیه ندارد. با این Et حال il va de soi que l'Iran کنشگر n'est pas فعال capable d'avoir la même interactivité avec le reste des pays du monde que la Turquie à cause des sanctions. کنشگری فعال در حوزه‌های قفقاز، هلال خصیب یا همین بین النهرین، آسیای مرکزی و حتی خلیج فارس است. Pourtant, la Turquie a une interactivité beaucoup plus importante, que ce soit au niveau de l'Asie centrale, que ce soit au niveau de la région qui couvre l'Irak et la Syrie, ou que ce soit au niveau même du Golfe Persique. من میخوام صحبتمو با پاسخ به سوال جناب پروفسور در مورد مسیر زنگزور به پایان برسونم. Je me permets de finir mes mots en répondant à une question de monsieur le professeur Didier Bion par rapport au couloir de Zangezur. من موافق نیستم که سیاست ایران تماما سیاستی مبتنی بر شیعی یا اسلامی هست. Clairement comme vous, je ne suis absolument pas d'avis que la politique iranienne soit basée ni sur l'islam, ni uniquement sur le chiisme. C'est pas du tout le cas. البته نفی نمی‌کنم راهبرد اصلی ایران شیعی و اسلامی هست، اما همراه با واقع‌گرایی. Après, ok, je veux bien, d'une manière stratégique globale, l'islam et le chiisme, c'est deux des fondements de la stratégie iranienne, mais à cela s'ajoute une véritable pragmatisme, un véritable pragmatisme. نمونهش در مسئله قفقاز هست. Et en effet, lorsqu'on parle de la Caucase, on voit l'exemple même de ce réalisme et ce pragmatisme. ایران اشغالگری سرزمین قره‌باغ را هیچ وقت تایید نکرد. L'Iran n'a jamais admis que le Karabakh soit occupé. اما وقتی اشغال خاتمه پیدا کرد و مرزهای بین المللی تثبیت شدند، Mais une fois que qu'il a été mis fin à l'occupation et que les frontières reconnues internationalement ont été remises en place, si je puis dire,
تجاوز جدید و برهم زدن مرزهای شناخته شده بین المللی را تایید نمی‌کند. Là, l'Iran s'est opposé à une nouvelle violation ou à une remise en cause de justement de ses frontières internationales. چون هر گونه برهم زدن جغرافیا و مرزها حوادث مصیبتباری به دنبال Tout دارد simplement و parce que عنصر جنگ و مناقشه Tout پایدار simplement parce میماند. que nous savons pertinemment que si quelqu'un met en cause les frontières internationales ou tente de les modifier, cela va avoir des conséquences tout simplement terribles et le résultat ne peut être que le conflit armé. ضمن اینکه مرز ارمنستان که یکی از مرزهای اروپایی ایران محسوب می شود مسدود می کرد. D'autant plus que ce couloir de Zangezur, si ça devenait une réalité, cela signifierait tout simplement que la frontière entre l'Arménie et l'Iran, qui, si je puis dire, est la seule frontière européenne, si on peut dire, de l'Iran, serait pour toujours bloquée et fermée. ایران موافق پروتکل‌های همکاری در مورد زنگزور و هر نوع روابط اقتصادی و تجاری است. L'Iran est tout à fait d'accord pour toute forme de protocole de coopération économique et commerciale par rapport au couloir de Zangezur. حتی برای ترانزیت کالا و حتی لوله گاز و نفت موافق این است. Je dirais même pour le transit de marchandises, même pour la construction d'oléoducs ou de gazoducs. اما با اشغال سرزمینی و منطقه سینوک و بقیه نواحی ارمنستان موافق است. Mais si de là, ça signifie que la province de Sinouk en Arménie ou l'ensemble des territoires arméniens autour du couloir de Zangezur doit être couvert, alors là, la réponse est non. همکاری، مساعدت برای توسعه اقتصادی منطقه مورد تایید است، اما تجاوز و اشغالگری و برهم زدن مرزهای بین‌المللی نه. En un mot, oui à la coopération, oui à l'entraide économique et commerciale au niveau régional, mais il n'est pas question qu'il y ait une occupation ou qu'il y ait une violation des frontières internationalement reconnues. خیلی متشکرم. من صحبتامو به پایان میرسم و تشکر Merci. میکنم. Je préfère finir sur ça. C'est pas ce que vous allez me dire. Merci infiniment, cher monsieur Dekhani. Merci, cher monsieur Bion. Là, je propose qu'on aille vers les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Déjà, il y a plusieurs questions. Il y a une question. Quel est aujourd'hui le poids démographique de la Turquie et de l'Iran? Qui souhaite répondre à cela? Monsieur Je Bion? crois, je crois que ce sont deux populations qui sont à peu près équivalentes autour de 85 millions d'habitants. Je suis certain du chiffre pour la Turquie. Je pense que pour l'Iran, c'est équivalent. Donc, sous réserve de confirmation des Iraniens présents. Mais donc, c'est aussi un point commun, c'est-à-dire deux puissances démographiques d'égale importance, ce qui est pas négligeable en la matière. Il y a une autre question. Vous avez parlé d'un mouvement de désoccidentalisation. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que la Turquie demeure dans l'OTAN? Ou est-ce qu'on peut imaginer une sortie de la Turquie de l'OTAN? Tout d'abord, merci au professeur Reza Dekhani d'avoir insisté sur les aspects civilisationnels. Je pense que c'est très utile, important. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord, mais peu importe, ça alimente la réflexion et je pense que c'est le principal dans ce type de réunion. Alors, sur la Turquie, enfin, sur le mouvement de désoccidentalisation et, euh, et l'OTAN. La Turquie ne partira pas de son propre gré de l'OTAN. Je n'y crois pas une seconde. Je raisonne là sur les 5 à 10 ans. Ce qui se passera dans 20 ou 30 ans, je n'en sais rien. Et je vais vous dire entre nous, je souhaite que dans 20 ou 30 ans, l'OTAN n'existe plus. De toute façon, c'est ma position fondamentale. Bon. Donc, la Turquie, aujourd'hui, mais cela s'inscrit dans un processus historique qui remonte déjà à une soixantaine d'années, veut diversifier ses relations extérieures. C'est-à-dire qu'elle est attachée à des accords
partenariats stratégiques fondamentaux, notamment avec les États-Unis. Ça, c'est une réalité. Mais pour autant, et nous le voyons au cours des dernières années où il y a eu beaucoup de tensions entre Ankara et, Washington, la Turquie n'est plus disposée à être un bon petit soldat des États-Unis ou de l'OTAN. Elle fait valoir ses intérêts nationaux tout en restant dans l'OTAN parce que il faut quand même comprendre que son assurance sécurité, c'est fondamentalement l'OTAN encore aujourd'hui. Nul autre pays ou nulle autre coalition de pays ne peut lui proposer une telle assurance sécurité. C'est pourquoi je ne pense pas que la Turquie parte à quelque moment que ce soit les 5 à 10 ans qui viennent de l'OTAN. Et puis, si je me place de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, bien sûr, il y a des désaccords entre les deux pays. Bien sûr, nous savons que le président Biden ne porte pas véritablement une grande sympathie pour son homologue turc Erdogan. Tout ça, nous le savons. Mais je peux vous affirmer qu'à Washington, ce qu'on appelle les cercles politico-stratégiques, ceux qui réfléchissent à la stratégie des États-Unis, considèrent que dans la région, la Turquie est encore un partenaire et un allié de poids, et il n'est pas question de penser à exclure la Turquie de l'OTAN. Donc si la Turquie ne veut pas partir et que ceux qui décident vraiment dans l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, ne veulent pas l'exclure, eh bien la Turquie restera dans l'OTAN. Mais pour autant, la Turquie, comme d'autres États à travers le monde, sont décidés désormais à baser leur politique extérieure avant tout en fonction de leurs intérêts nationaux. Ce qui explique non seulement une certaine proximité et compréhension à l'égard de l'Iran, même si, encore une fois, je pense qu'à terme, il y a des formes de rivalité au Caucase, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Mais pour l'instant, il y a plus d'intérêt à coopérer, à avoir des relations fluides plutôt que des relations tendues. Donc la Turquie développe sa propre politique. On a vu par exemple avant le mois de février 2022, avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des accords militaires entre la Turquie et la Russie. On se souvient qu'il y a eu des livraisons de missiles antimissiles russes en Turquie, les fameux S-400. Donc, tout cela a suscité beaucoup d'émotions dans l'OTAN. Alors, je signale toujours et je précise toujours que ces S-400, ces missiles antimissiles russes, ont été livrés à la Turquie en 2019, qui n'ont jamais été actionnés. Donc, c'est un achat qui ne sert à rien. Donc, vous voyez, il y a ce jeu que certains considèrent comme une sorte de double jeu de la part de la Turquie. Je ne crois pas que ce soit un double jeu. C'est le propre désormais de nombreux États que de suivre la voie de leurs intérêts nationaux, de ne plus se sentir totalement corsetés par une alliance pesante comme l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est des devoirs, c'est des droits, mais c'est aussi beaucoup de devoirs. Et nous constatons dans la région, par exemple, l'Arabie saoudite, qui a été pendant des décennies un des plus fidèles alliés, pour ne pas dire plus, des États-Unis, qui aujourd'hui n'a pas rompu du tout avec les États-Unis, mais qui pour autant peut prendre des décisions à l'encontre des desiderata des États-Unis. Donc, nous avons une série de pays qui euh, sont décidés désormais dans la région du Moyen-Orient, mais aussi en Amérique latine, avec le Brésil, par exemple, en Afrique, avec l'Afrique du Sud, par exemple, de faire valoir leur point de vue, leurs intérêts. Et c'est cela que j'appelle, moi, la désoccidentalisation, c'est-à-dire l'incapacité désormais des Occidentaux à imposer leurs projets, leurs objectifs, leurs valeurs et leurs choix aux autres pays de la planète. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Alors, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde apolaire. Il n'y a plus de pôle qui est capable d'imposer sa volonté aux autres. Pour dire un mot sur l'Iran, évidemment, l'Iran a une histoire récente différente de la Turquie. C'est une évidence, ça a été rappelé. Et je pense que le mouvement de désoccidentalisation a commencé en Iran en 1979.
Je le disais tout à l'heure très rapidement, je me permets de le développer très rapidement. Tout le monde, enfin, pas tout le monde, non, mais de très nombreux analystes et observateurs ne perçoivent, ne comprennent, ne veulent expliquer la révolution iranienne de 1979 qu'à travers son prisme religieux. Je suis en total désaccord. Bien sûr, le facteur religieux, l'importance du clergé chiite dans le processus révolutionnaire de 1978-79 est incontestable. C'est un fait, ce sont des faits. Mais je considère pour ma part que la nature profonde de la révolution iranienne, c'est son caractère anti-impérialiste. Alors, bien sûr, il y a l'épisode de la prise d'otage des diplomates américains dans l'ambassade des États-Unis pendant 444 jours. Mais tout ça, alors on peut le regretter, on peut éventuellement, mais là n'est pas la question. Je pense que l'Iran, jusqu'en 1979, était un des piliers de l'ordre impérialiste dans la région, avec la Turquie d'ailleurs, et que euh, cette révolution fait voler en éclats une partie du dispositif des États-Unis. C'est ça qui est important. Donc je considère que finalement l'Iran, une fois de plus, a été un pays d'avant-garde. C'est-à-dire qu'il a procédé du mouvement de désoccidentalisation avant que ce mot ne soit à la mode. Il est aujourd'hui évidemment beaucoup à la mode, mais l'Iran connaît ce processus de désoccidentalisation depuis fort longtemps et je crois que ça mérite d'être souligné. Une question pour Monsieur Derfani. من Euh, بله. donc, il y a une question donc de l'un de nos invités donc, qui demande, est-ce qu'à votre avis, euh, avec la guerre en Ukraine, on peut considérer que la Russie quitte un tout petit peu l'Asie centrale? Et est-ce que cette sorte on va dire, d'effacement de la Russie en Asie centrale, est-ce que ça permet à l'Iran et la Turquie d'avoir une influence plus importante ou pas? اگر اجازه بدید من اون سال قبلی رو پرسیدم در مورد قرض‌زدایی در ترکیه که آیا شروع شده به چه شکلی از قرض‌زدایی من یک توضیح کوتاهی Euh, بدم در این مورد. Avant ça, permettez-moi quand même dire un mot par rapport à la question précédente, à savoir cette forme de désoccidentalisation en Turquie. اینو باید بینش یه تفکیک قائل بشیم. اگر بحث ما از قرض‌زدایی در حوزه هویت باشه تا حدی میتونیم بگیم آره در ترکیه این اتفاق. Je veux souligner quelque chose. À mon avis, il faudrait faire une distinction. Si on parle de la désoccidentalisation au sens identitaire, oui, en effet, ça a bien commencé en Turquie. با این حال من معتقد نیستم ترکیه هیچ وقت غرب رو کنار خواهد گذاشت در حوزه هویت. Mais néanmoins, هویت غربی personnellement, جزئی از هویت ترکا شده. Néanmoins, personnellement, je ne pense vraiment pas qu'un jour les Turcs vont oublier cette identité occidentale. Cette identité occidentale aujourd'hui fait partie intégrante pour moi de l'identité turque. ترکیه در زمینه هویت یک بازگشت به خویشتن کرده در قالب نوعثمانیسم. On peut peut-être considérer qu'en matière identitaire, peut-être les Turcs veulent une forme de retour à une forme de néo-ottomanisme. Certains le disent. که در این نوعثمانیسم اسلام هم در شکل آناتولیاییش وجود داره. Mais à ce moment-là, si on parle d'une forme de néo-ottomanisme, il faut également savoir que l'islam en fait aussi partie avec sa forme anatolienne. که بیشتر جنبه صوفیانه و طریقتی داره. Sauf que là, on parle d'un islam spirituel et on parle surtout de la spiritualité musulmane. اما در زمینه منافع ملی و اقتصاد من گمان بر این ندارم که ترکیه دچار قرض‌زدایی هست. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit des intérêts nationaux et surtout des intérêts économiques, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse parler de désoccidentalisation en Turquie de sitôt. چون ترکیه خوب میدونه حداقل تا دهه‌های آینده ثروت، تکنولوژی و پیشرفت هنوز در دست غرب است.
Peut-être parce que les Turcs savent pertinemment que pour encore quelques décennies, l'argent et la technologie, ils ne peuvent le trouver qu'en Occident. آن چیزی رو که ما فکر میکنیم غرب زدایی هست Après, ce que nous estimons être une forme de désoccidentalisation, در واقع سیاست حداکثرسازی منافع ترکیه است. à mon avis, c'est la politique de maximisation des profits et des intérêts nationaux telle que la Turquie est en train de le mettre en place. سیاست چند وجهی ترکیه است. Autrement dit, une forme de politique à dimension multiple que la Turquie met en place aujourd'hui. سیاست تنوع‌سازی بازیگران و شرکا هست. Autrement dit, tout simplement, une forme de diversification de ses partenaires et des acteurs avec lesquels la Turquie souhaite jouer sur la scène internationale. ترکیه میدونه که اگر از لحاظ نظامی صرفاً به ناتو متکی باشه Vous savez, la Turquie sait parfaitement qu'aussi, du point de vue ne serait-ce que militaire, ils veulent uniquement se baser sur l'OTAN. شکننده خواهد بود. Là, la Turquie serait peut-être un peu fragile. به همین خاطر با روسیه، چین و کشورهای دیگه وارد شراکت میشه. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des partenariats entre la Turquie et la Russie, entre la Turquie et la Chine, mais aussi entre la Turquie et d'autres pays. و قرارداد خرید تسلیحات یا تولید مشترک تسلیحات منعقد میکنه. Et c'est là où on voit apparaître beaucoup de contrats, en effet, soit d'achat pur et simple de matériel, mais aussi de production en commun. تصمیم سازان و رهبران ترکیه خوب میدونن Je pense que ceux qui prennent véritablement les décisions en Turquie, ceux qui créent et mettent en place la stratégie turque, savent pertinemment که به رغم همکاری ها و اتحادهایی که در منطقه وجود داره، منطقه qu'en خاورمیانه وجود qu'en داره، dépit de toutes les coopérations et toutes les alliances ou tous les partenariats qui peuvent exister dans la région du Moyen-Orient, اصل اساسی همان خودیاری هست. یعنی فقط فرد میتونه به خودش متکی mais باشه. néanmoins, هر au کشوری. fond, chaque pays ne peut que compter sur lui-même. به همین خاطر به دنبال این است که هم به لحاظ قدرت سخت و نرم و منافع ترکیه خود را تقویت کند. C'est pour ça, je pense que la Turquie souhaite à tout prix, aussi bien au niveau fondamental qu'au niveau de son influence, se renforcer. La question par rapport à l'Asie centrale, l'absence de la Russie comme élément de l'influence de l'Iran et de la Turquie. آن چیزی که باعث غیبت روسیه در آسیای مرکزی در حال حاضر شده به نظر من بیش از هر چیز جنگ با اوکراین هست. En جنگ effet, با اوکراین je pense que ce qui aujourd'hui, et در vous avez واقع raison, ce qui aujourd'hui provoque cette forme d'absence de la Russie en Asie centrale, c'est en effet la guerre en Ukraine. امکانی برای روسیه نذاشته که در چند جبهه بخواد وارد بشه و سیاست گذاری کنه. لذا یک Aujourd'hui, خلأ بزرگی در آسیای مرکزی ایجاد شد. Aujourd'hui, en effet, il y a une sorte de vide énorme en Asie centrale, tout simplement parce que la Russie n'est pas capable de se battre sur plusieurs fronts en même temps et tout son potentiel, pour l'instant, est pompé par rapport à la guerre en Ukraine. و Il y a une ترکیه autre- هم به خوبی این خلأ رو Et d'ailleurs, la Turquie sait parfaitement comment remplir ce vide. در قالب سیاست‌های سازمان تشکیلات ترک پر کرده. Et d'ailleurs, la Turquie fait ça dans le cadre des structures qu'ils ont créées, entre autres la structure des organisations turcophones ou les organisations turques d'Asie centrale. نکته دیگر هم اینه که بعضی از کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیادی میل به استقلال از زیر چتر روسیه دارند. Et puis, n'oubliez pas, beaucoup de pays d'Asie centrale ont quand même envie de se libérer de ce poids de l'influence russe.
و این ضعفی که گریبانگیر روسیه شده اونها رو تا حدی جسارت داد. Et cette faiblesse actuelle de la Russie leur donne une forme d'audace pour se libérer de ce poids. و ترجیح میدن منافع ملی خودشون رو دنبال. Et ils cherchent leurs propres intérêts nationaux. و همین خاطر همگرایی با ترکیه رو بیشتر کردند. Donc, pour cette raison, ils ont essayé d'approfondir leurs relations avec la Turquie. حتی در حوزه فرهنگی هم میل به سمت تغییر الفبا از خط سیریلیک به خط لاتین ترکیه دادند. Et clairement, un certain nombre de ces pays aujourd'hui cherchent même à remplacer leur alphabet, qui jusqu'à maintenant est cyrillique, par l'alphabet latin pour se rapprocher de la Turquie. اگر روزگاری روسیه به عنوان پدر بزرگتر آنها در آسیای مرکزی بود، s'il y avait une époque où la Russie était quelque part ce père qui les protégeait en Asie centrale, اکنون ترکیه می‌خواهد نقش برادر بزرگ آنها را در جهان توران و ترک بازی کند. aujourd'hui, la Turquie veut jouer le rôle du grand frère de ces pays dans le cadre d'un monde turcophone. Et l'Iran, est-ce que nous, on a su profiter de ce vide ou pas? در واقع ایران در واقع همبستگی‌های تاریخی و فرهنگی که ایران با کشورهای آسیای مرکزی دارد، Je dirais que dans le cadre de l'Iran, il y a ces liens historiques et civilisationnels et culturels qui ont toujours existé avec les pays d'Asie centrale. آسیای مرکزی را میتونه به یک عرصه رقابت فرهنگی و به ویژه اقتصادی بین ایران و ترکیه تبدیل کند. Et finalement, l'Asie centrale peut devenir assez rapidement comme le terrain idéal d'une concurrence dans le domaine culturel et économique entre l'Iran et la Turquie. آن چیزی که اکنون در آسیای مرکزی محل رقابت هست، دیپلماسی فرهنگی و اقتصاد است. Aujourd'hui, vraiment, les éléments qui jouent en Asie centrale, c'est la diplomatie culturelle et la diplomatie économique. هر یک از کشورهای ایران و ترکیه که چنین توانمندی‌هایی داشته باشند، que ce soit l'Iran ou que ce soit la Turquie, la question c'est lequel des deux pays aura le potentiel et la capacité nécessaire d'aller dans le sens de ces deux diplomaties. می‌توانند منافع خود را بیشتر تامین کنند. Ce pays-là réussira à remporter la mise. Il y a une autre question. Alors, attendez. Donc, d'après la personne dit la chose suivante. Professeur Derkani a dit que l'Iran refuserait un changement des frontières qui pourrait couper sa frontière avec l'Arménie. Quelle est l'opinion de Monsieur le professeur Bion? Est-ce que ce refus de l'Iran de voir les frontières changer pourrait provoquer un jour une guerre entre l'Iran et l'Azerbaïdjan? Alors, je voudrais revenir brièvement sur deux aspects qui ont été développés précédemment et j'arrive après l'Arménie. Sur la désoccidentalisation, je suis d'accord avec Reza sur un aspect, c'est que pour l'instant, la désoccidentalisation, elle ne fonctionne pas au niveau économique. Nous sommes dans une économie mondialisée et parmi ces États du Sud qui veulent s'affirmer sur la scène internationale, aucun d'entre eux, à ce jour, n'a de projet économique alternatif. Donc nous sommes dans un mode de production économique capitaliste qui est dominé par les États-Unis, mais en concurrence avec d'autres puissances qui s'affirment comme la Chine, qui fait partie intégrante du même système économique. Donc tout le défi du mouvement de désoccidentalisation, c'est qu'il ne se cantonne pas aux enjeux culturels très importants, mais qu'il englobe aussi la question économique. Alors, y parviendra-t-on ou pas? Je ne sais pas,
Vous avez vu que les BRICS se sont dotés d'une banque qui est dirigée par Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil. C'est un indicateur de la volonté de ces pays de s'émanciper de la toute-puissance du dollar. Y parviendront-ils ou pas? Il est trop tôt pour le dire, mais il y a ce projet pour qu'enfin on puisse se dispenser de la toute-puissance du dollar. Et cet aspect des choses, évidemment, doit bigrement intéresser les Iraniens, parce qu'alors, le jeu des sanctions imposées par les États-Unis deviendrait caduque, mais je ne veux pas aller trop vite en besogne, tout cela va prendre de nombreuses années. Deuxième aspect sur la désoccidentalisation, simplement une remarque. Ce que j'entends par là, moi, d'un point de vue politique et géopolitique, c'est ce qui se passe à propos de l'Ukraine. Il est quand même extrêmement intéressant de constater que de nombreux pays au sein de l'ONU ont voté une condamnation de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, mais que seuls les pays occidentaux appliquent des sanctions contre la Russie. Les autres États, comme par exemple la Turquie, n'appliquent pas les sanctions. Donc la Turquie a condamné l'intervention russe de Poutine en Ukraine, mais n'applique pas les sanctions. Ça, c'est très important. Et je vais aller un peu plus loin. Quand je regarde la carte actuelle aujourd'hui des pays qui sont plutôt en soutien au peuple palestinien qui traverse actuellement une épreuve terrible, eh bien, il y a une concomitance entre la carte des pays qui refusent d'appliquer les sanctions contre la Russie et la carte des pays qui soutiennent euh, le peuple palestinien. À une exception très importante, c'est l'Inde. L'Inde n'applique pas les sanctions, mais l'Inde soutient Israël. Donc vous voyez, c'est ça ce processus de désoccidentalisation, c'est le refus désormais d'appliquer les ordres des puissances occidentales. Et quand je dis occidentales, c'est l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, bon, qui n'est pas un État certes, mais donc voilà, c'est pas seulement un concept uniquement géographique. Sur l'Asie centrale, euh, un mot, parce que j'ai une petite nuance avec Azad Derkani, c'est le fait qu'en Turquie, moi j'ai vécu cela très, très, enfin, comment dire, très en détail, c'est juste après l'implosion de l'Union soviétique, en Turquie, dans les années, donc début des années 1990, il y a eu un immense mouvement en direction de l'Asie centrale. Moi, je me souviens que dans les aéroports turcs à Ankara ou à Istanbul, il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait des délégations kirghizes, turkmènes, kazakhs, etc., qui venaient habillés en tenue traditionnelle, etc. Et les Turcs, alors le peuple turc, mais les dirigeants turcs étaient persuadés que la Turquie allait pouvoir se réapproprier les liens avec leurs cousins turcophones. Ils les appelaient comme ça. À l'époque d'ailleurs, à Ankara, le ministère de la Culture avait édité une série de dictionnaires turco-kazakh, turco-ouzbek, bon, enfin, etc., avec chacune des républiques d'Asie centrale, à l'exception du Tadjikistan, qui est persanophone majoritairement. Donc il y avait cette illusion de la part de la Turquie, qui voyait l'Asie centrale comme un tout. Mais très rapidement, ils ont perdu leurs illusions pour plusieurs raisons. D'une part, ce n'est pas un tout, l'Asie centrale. Il y a des États-nations désormais bien différentes les unes des autres. Donc la Turquie a été obligée d'en revenir à une forme de réalisme et à tisser des relations avec chacune des nouvelles républiques indépendantes, même s'il est vrai, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a des instances internationales, qu'il y a enfin, il y a eu, je ne sais plus combien de sommets des États turciques, donc tout ça existe, je l'entends bien, mais désormais, il n'y a plus une vision de pénétration de l'Asie centrale globale. Puis surtout, les Turcs avaient sous-estimé que les peuples d'Asie centrale, après avoir connu plusieurs décennies sous la tutelle de l'ex-Union soviétique, n'avaient nulle envie de retomber sous la tutelle de quiconque et pas de la Turquie. Enfin, dernière chose, il y a de la concurrence. La Chine, la Corée,
le Japon sont des États qui sont très intéressés par l'Asie centrale et bien sûr, l'Iran. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, et là, nous sommes parfaitement d'accord, il y a un jeu de concurrence. Et cette concurrence entre la Turquie et l'Iran va s'aviver dans les années à venir, parce que chacun cherche à, non, enfin, peut-être imposer, mais à gagner des parts de marché, d'influence politique, culturelle, économique en Asie centrale. Alors, maintenant sur la question précise sur l'Arménie. Dans l'hypothèse, je dis bien dans l'hypothèse, où l'Azerbaïdjan, aidé par la Turquie, enfreindrait le droit international et construirait par la force un corridor de Zengizur reliant le Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan, là, je pense que l'Iran, je ne sais pas si elle rentrerait en guerre, et je ne souhaite jamais que les États rentrent en guerre, mais l'Iran ne pourrait pas accepter une telle décision. Ça, c'est pas possible. Parce que il y a trop d'influence civilisationnelle, culturelle, historique de l'Iran sur cette partie du monde. Et l'Iran ne peut pas se voir purement et simplement expulsé. Donc, j'ose espérer que les responsables politiques azerbaïdjanais, notamment le président Aliyev, et son grand partenaire, le président Erdogan, ne fassent pas d'erreur qui serait totalement condamnable du point de vue du droit international. Pour ma part, j'ai toujours considéré que du point de vue du droit international, le Haut-Karabakh appartenait à l'Azerbaïdjan. Et j'ai une position symétriquement égale. Je considère que s'il y avait une décision militaire qui viserait à couper la partie sud de l'Arménie, eh bien, ce serait au détriment et le non-respect du droit international et je le condamnerai tout autant. Alors, je ne me place pas dans la logique du pire. Je souhaite évidemment qu'une solution politique négociée puisse avoir lieu entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et probablement en concertation avec l'Iran qui a des intérêts dans la région ou dans la sous-région. Donc, si cela n'était pas le cas, est-ce que l'Iran rentrerait en guerre? Je n'en sais rien du tout. Je ne le souhaite évidemment pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'Iran et le reste de la dite communauté internationale, je dis toujours la dite communauté internationale, pour moi, communauté internationale, c'est un mythe qui n'existe en réalité pas. Mais enfin, il y a encore l'ONU, il y a le droit international, il faut le faire appliquer partout et en tout lieu. Et d'ailleurs, pour terminer, ce que reprochent souvent les États du Sud, ceux qui se désoccidentalisent, c'est le deux poids, deux mesures. Ils reprochent à juste titre aux pays occidentaux d'appliquer les grands principes quand ça les arrange, quand c'est leurs propres intérêts. Mais la preuve, nous l'avons sous les yeux. Le peuple palestinien a été l'objet de nombreuses résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées. Deux poids, deux mesures. Ça, les États du Sud, je raisonne la globale, il faudrait prendre point par point, nous n'avons pas le temps et ce n'est pas le sujet de ce soir, mais globalement, les États du Sud ne l'acceptent plus. Le fait qu'ils n'acceptent plus ce deux poids, deux mesures procède du mouvement de désoccidentalisation. Si vous permettez, comme on va vraiment finir, mais je voudrais finir avec une dernière question particulièrement intéressante qui va ouvrir vraiment. Et là, la question s'adresse aussi bien à Monsieur Derrani qu'à Monsieur Bion. Donc, la question est la suivante. Donc, je résume, hein. Aujourd'hui, certains disent qu'on est dans un monde multipolaire. D'autres disent que non, on est dans une forme de monde bipolaire entre les Américains et les Chinois. Est-ce que si vous prenez en compte les relations entre l'Iran et la Turquie, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'aller vers une sorte de chaos au niveau mondial? Et finalement, comment est-ce qu'on peut analyser les rapports de force au niveau mondial, vu que finalement c'est un monde sans apolaire, il n'y a pas de pôle de pouvoir. Donc, si on analyse ça par rapport aux relations entre la Turquie et l'Iran, comment est-ce qu'il faut réfléchir cela? À quelle conclusion on peut arriver? Donc, c'est une question extrêmement large, mais c'est la question parfaite pour finir ce webinaire avec. Donc nous avons chacun 2 heures pour répondre. Oui, va plutôt une minute chacun. Peut-être d'abord Monsieur Derrani.
من می‌خوام در مورد یه چیزی خدمتتون بگم. نظام دو قطبی برای همیشه به تاریخ پیوست. نظر Je, من هست. je vais vous dire une آن chose, c'est mon چیزی که opinion. بعد از Pour moi, un monde bipolaire, متعلق به désormais, ژئوپلیتیک ça appartient à l'histoire, c'est fini. Et ça, c'est une vision géopolitique qui m'est personnelle. این متعلق به ژئوپلیتیک ایدئولوژیک بود که سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمام شد. Un monde bipolaire, ça appartenait à une vision historique géopolitique et ça a été achevé en 91 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Un monde bipolaire n'existera plus jamais. آنچه ما شاهدش هستیم یک نظم در حال گذار هست. Ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir, c'est une forme de nouveau régime international en transit. که در پی تحولاتی مانند جهانی شدند، Après, vous avez هوش toute une série مصنوعی، d'évolutions qui vont tout changer. La mondialisation, l'intelligence artificielle, هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی گسترده، le فراگیر développement شدن تجارت، inimaginable des réseaux sociaux, le développement des relations économiques et commerciales. نمیتوان دیگر قائل به دو قطب در عرصه جهانی یا یک نظام دو قطبی. Pour moi, un système bipolaire ne peut plus exister. امروزه همگی ما با یک گوشی موبایل هم N'oubliez pas, شهروند هستیم هم شهردار. aujourd'hui, nous tous, avec un téléphone portable, on est à la fois des citoyens, mais on est aussi le maire. هم میتوانیم به عنوان یک شهروند عمل کنیم و هم میتوانیم داده در اختیار دیگران قرار بدهیم. On peut certes jouer le rôle du bon citoyen, mais on peut aussi alimenter les autres avec des données. به همین خاطر اعتقاد من بر این است که نه یک نظام سلسله مراتبی حاکم خواهد شد، C'est la raison pour laquelle, honnêtement, je pense qu'on vivra plus jamais un système hiérarchique, نه یک نظام دو قطبی. ni même un système bipolaire. بلکه یک نظام متکثر. Par contre, je pense qu'on va avoir un nouveau type de régime mondial qui va être basé sur une diversité totale. که ارتباطات بسیار پیچیده و گسترده‌ای با هم دارد. Et en effet, dans un tel système, on va avoir des relations et des interactivités particulièrement complexes et délicates. مثلا در مورد ارتباط ایران و ترکیه، Et là, en effet, parlons de l'Iran et de la Turquie. نمیتوان ترکیه رو به صرف عضویت در ناتو یا رابطه راهبردی با آمریکا On ne peut pas définir la Turquie uniquement sur la base de son adhésion, enfin de son appartenance à l'OTAN ou de ses liens très profonds avec les États-Unis. در تعارض با هویت و منافع ایران که به دنبال نظام چند قطبی هست دانست. On ne peut pas considérer qu'une telle Turquie serait en contradiction avec une stratégie iranienne qui est basée sur le désir de multipolarité. زیرا ترکیه در عین رابطه راهبردی با آمریکا و Parce que, ناتو ainsi با que cela a چین été dit, en même temps qu'une relation approfondie avec l'OTAN et les États-Unis, la Turquie développe aussi des relations avec la Chine. با کشورهای مثل چین، روسیه و حتی قدرت‌های نوظهور مثل هند و Avec برزیل هم ارتباط la دارد. Chine, la Russie, mais aussi avec les nouvelles puissances en devenir, que ce soit l'Inde ou le Brésil. و ایران هم در عین حمایت از جنبش‌های اسلامگرا Et en même temps, l'Iran soutient en effet tous les mouvements basés sur l'islam. با کشورهای نوظهور هم مانند هند، چین، برزیل و آرژانتین هم ارتباط Mais دارد. en même temps, l'Iran développe aussi ses relations avec l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil. به همین خاطر ساده سازی مناسبات کشورها به نظر من نوعی بدفهمی است.
Donc, honnêtement, je pense que lorsque vous prenez en compte tous ces points, une simplification des relations entre les États n'est jamais autre chose qu'une erreur de compréhension totale. ما روابط کشورها را باید بر اساس یک دامنه تعریف کنیم، نه دو Désormais, سویه یا حتی چند سویه. désormais, on doit analyser et définir les relations entre les pays dans le cadre d'un domaine global, pas sur la base ni bilatérale ni multilatérale. اتفاق مهمی که در زمان ما افتاده، Je pense que nous tous, on est en train de vivre un événement majeur de notre vivant. فشردگی بیشتر زمان و مکان هست. C'est ce que j'appellerais une condensation inimaginable de l'espace et du temps. این فشردگی زمان مکان در مراودات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار. Et cette condensation est en train d'avoir une influence majeure sur les relations culturelles, sur les relations politiques, sur les و relations همین خاطر économiques. برای فهم یک روابط ایران و ترکیه C'est la raison پارامترها و متغیرهای زیادی رو باید در نظر گرفت. pour la compréhension, ne serait-ce que des relations entre l'Iran et la Turquie, vous êtes obligé de prendre en compte un nombre incalculable de paramètres différents. خیلی متشکرم. Merci. Cher monsieur Bion, vous voulez avoir le mot de la fin sur le même sujet? Je suis très heureux d'avoir participé à ce débat et nous partons de présupposés différents, mais j'ai quelques nuances, mais je partage dans les grandes lignes ce qui vient d'être dit à l'instant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une convergence de points de vue, même si encore une fois, sur certains aspects, nous pouvons avoir des nuances, mais c'est la première fois que nous nous rencontrons. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre ce dialogue et de l'approfondir. Je suis d'accord avec le fait que le monde bipolaire, évidemment, n'existe plus, que la période de 1990-2000, 10 ans, c'est très court, de monde unipolaire. Vous savez, c'est l'époque où un ancien ministre des Affaires étrangères français, M. Védrine, avait qualifié les États-Unis de l'hyperpuissance américaine. Mais c'est fini, ça n'existe plus. Cela n'a duré que 10 ans. Et aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas encore dans un monde multipolaire. Nous sommes, je pense, cela a été dit précédemment dans le débat, dans le moment présent, mais ce moment présent peut durer plusieurs années, bien sûr, dans un monde apolaire. C'est-à-dire que désormais, aucune puissance ou aucun groupe de puissances ne peut s'imposer au reste du monde. Les États-Unis n'en ont plus la capacité. L'Union européenne, je ne voudrais pas être méchant, mais d'un point de vue géopolitique, ne compte quasiment pour rien et ne cesse en réalité de s'aligner sur les États-Unis. Mais cela ne convainc pas le reste du monde. Quant à elle, la Chine n'est pas aujourd'hui en situation d'imposer son ordre au reste du monde. Alors, la question, et c'est là peut-être qu'il y a une nuance entre nous, professeur, c'est que peut-être, c'est une hypothèse, un monde bipolaire divisé entre la Chine et les États-Unis pourrait réapparaître. Mais comme je pense que fondamentalement, il y a un mouvement d'émancipation des États dits du Sud, les États anciennement colonisés, je pense qu'en réalité, ce monde bipolaire aura beaucoup de mal à se réimplanter si tant est que ce soit le projet des États-Unis et de la Chine. D'accord avec vous pour intégrer dans nos réflexions, c'est très difficile à faire, pour moi en tout cas, toute la dimension des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, qui incontestablement vont modifier le rapport des États entre eux, mais vont modifier le rapport des citoyens à la politique, je dirais même aux politiques avec un grand P, vont modifier la perception des citoyens par rapport au reste du monde. Donc tout ça
dans un bouleversement créatif, à mon avis, positif, mais nous sommes aujourd'hui, et je reprends une des expressions du professeur Derrani, nous sommes dans un nouveau régime international en transit. Ben, c'est exactement ça. Nous sommes en transition. C'est-à-dire que le vieux monde n'a pas encore totalement disparu, mais le nouveau monde n'a pas encore émergé. Donc on est dans cette situation temporaire, transitoire, infiniment mouvante, infiniment volatile, infiniment compliquée à comprendre, avec des risques de guerre, incontestablement, parce que ce qui me préoccupe dans ce cadre, c'est le fait qu'il n'y a plus aujourd'hui d'instance de régulation internationale. Moi, j'entends bien on peut beaucoup critiquer l'ONU, et on a bien raison de critiquer l'ONU sur de nombreuses questions. Mais est-ce que le monde se porterait mieux s'il n'y avait pas d'ONU? Il faut réfléchir à cela. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'impuissance de l'ONU parce qu'en réalité, nous sommes dans ce monde apolaire. Et donc, ça, c'est un défi majeur pour l'avenir des relations internationales. Et c'est dans ce cadre-là, je crois, que nous pouvons comprendre, imaginer l'avenir des relations entre la Turquie et l'Iran. Je crois qu'on l'a exposé l'un et l'autre. Euh, il y a bien sûr des sujets de rivalité, des sujets de méfiance entre la Turquie et l'Iran, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de volonté de parvenir à des compromis grâce au dialogue et à la négociation. Et finalement, j'espère que c'est la voie de l'avenir pour le reste des États du monde. Dialogue, dialogue et dialogue, compromis politique, il faut apprendre à en faire. Nul ne peut désormais imposer brutalement sa volonté aux autres, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur ces magnifiques paroles, merci à nos deux intervenants, سپاسگزاری بی‌نهایت از آقای دهقانی. Mille merci, cher Didier. Grâce à vous, nous avons des dizaines et des dizaines de messages de félicitations. Bah, c'est pour vous dire à quel point vous avez été mais parfait et notre auditoire a vraiment apprécié la précision de vos paroles, l'analyse vraiment si intéressante que vous nous avez apportée. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous les gens qui ont bien voulu nous écouter et bah, à une prochaine fois pour un autre webinaire. سپاس بی‌نهایت. Merci à tous. متشکرم. منم از شما و جناب پروفسور دیeder تشکر میکنم و خیلی ممنون. Merci à tous et merci à Monsieur Didier Bion. Merci Merci. réciproque et j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat à l'avenir, à Paris ou à Ok. Téhéran ou ailleurs. Merci. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Au revoir.